Mali, des dizaines de milliers de personnes ont défilé ce vendredi dans le calme à Bamako. À l'appel de l'opposition, ils réclament la transparence lors de la présidentielle du 29 juillet. La Cour pénale internationale a acquitté en appel ce vendredi l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba. Pendant ce temps, le président Kabila a été désigné autorité morale d'une plateforme électorale. Le gouvernement du Ghana a annoncé qu'il allait dissoudre la fédération de football. Ceci après les révélations explosives d'une enquête journalistique sur la corruption du dirigeant et d'arbitre. Nouveau journal sur Sika, bienvenue, bonsoir. La Cour pénale internationale CPI a acquitté en appel ce vendredi l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, condamné à 18 ans de prison en première instance pour des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité commis en Centrafrique. La Chambre d'appel annule la déclaration de culpabilité de Jean-Pierre Bemba et prononce l'acquittement de l'accusé car les sérieuses erreurs commises par la Chambre de première instance font entièrement disparaître sa responsabilité pénale, a déclaré la juge Christine Vanden Wengert. Le président congolais Joseph Kabila, que ses adversaires accusent de vouloir briguer un troisième mandat contre la Constitution, a été désigné autorité morale d'une plateforme électorale présentée jeudi en Conseil des ministres, ce à travers un compte-rendu de l'exécutif diffusé ce vendredi. Les détails. Réunis dans une propriété du président, le Conseil des ministres a adopté à l'unanimité la création d'une grande coalition politique électorale dénommée Front commun pour le Congo, dont les membres apporteront leur soutien à une candidature unique à l'élection présidentielle prévue le 23 décembre. Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, est l'autorité morale du FCC, précise-t-on. Kabila renfile le costume de chef de file, titre vendredi le journal proche du pouvoir, Africa News, qui écrit « Mais le suspense demeure entier, tant nul ne sait si l'actuel président de la République va décider d'être candidat à sa propre succession ou de désigner un dauphin dont il se chargera de porter avec le FCC la candidature. » Des élections sont prévues le 23 décembre pour remplacer Kabila, dont le deuxième et dernier mandat a pris fin le 20 décembre 2016. Le dépôt des candidatures commence le 25 juillet pour la présidentielle avec publication de la liste définitive des candidats le 19 septembre. Le président Kabila a dit qu'il respecterait la Constitution sans dire formellement qu'il ne se présenterait pas. Ses détracteurs s'inquiètent de plusieurs indices récents, affiches, déclarations dans son entourage, clips sur les réseaux sociaux, thèses d'un juriste qui, selon eux, démontrent que Kabila chercherait un nouveau mandat. Des signes de défiance se multiplient en réponse. Non à un troisième mandat, non à la modification de la Constitution, a proclamé un collectif de 176 associations en début de semaine. Le gouvernement regroupe depuis avril 2017 les partisans de la majorité et quelques anciens membres de l'opposition. Des dizaines de milliers de Maliens ont défilé ce vendredi dans le calme à Bamako à l'appel de l'opposition pour réclamer la transparence lors de l'élection présidentielle du 29 juillet, et ce, une semaine après des marches émaillées d'incidents. Partie de la place de la Liberté, la marée de manifestants a cheminé sur quelques kilomètres au son des vuvuzelas jusqu'à la Bourse du Travail au cœur de la capitale malienne où des dirigeants de l'opposition ont pris la parole. Nous allons suivre un extrait de propos. La gouvernance du président Ibeka en prend pour son grade. C'est sur des propos recueillis par Halima Bentouri. Mais ils avaient pensé que le Mali était une nation statique qui ne bouge pas et les Maliens des éternels adolescents. Et chaque fois qu'ils verront Boubé, ils prendront la peur. Ça peut être la génération d'ailleurs. Il fait mal, je lui redresse. Et notre impôt n'ira dans la poche d'aucun incompétent, aucun irresponsable. Ce pays aspire à la paix. Ce pays aspire au développement. Ce pays aspire au progrès. Le progrès, la paix et le développement ne peuvent être produits que par une pensée positive
et des hommes positifs. Et une pensée positive s'entend la prise en compte de l'expression de tous les citoyens. Donc en cela, la répression du samedi est une atteinte à la dignité, c'est une répression de la honte, c'est une répression du déshonneur, c'était pathétique, c'était pitoyable, c'était lamentable et c'était propre aux petits messieurs. Parce que marcher c'est un droit, nous ne demandons que des élections crédibles et transparentes en République du Mali et rien ne nous fera reculer. La dictature ne pourra jamais prendre place à la démocratie au Mali, nous tenons bon et le peuple est déterminé. C'est une lutte pour la démocratie et pour l'alternance, parce que face à un régime qui a échoué et face à un régime qui a montré ses limites, les Maliens sont en train de souffrir tous les jours. Donc au-delà de la démocratie, c'est une question de vie ou de mort. Donc c'est pour cela qu'on est convaincus, déterminés pour la marche d'aujourd'hui. Nous exigeons des élections libres et transparentes. Nous exigeons la libération de la chaîne nationale qui est aujourd'hui prise en otage par le régime Ibrahim Boubacar Keïta. Nous exigeons la fin de la guerre civile au centre du pays. Mesdames et messieurs, cette édition suit son cours. De son dernier voyage à Bruxelles, le président libérien George Oppong-Maneweya revient avec en poche une nouvelle aide budgétaire européenne. Pour financer son programme en faveur des pauvres, l'ex-star du foot frappe à toutes les portes. Plus de précisions à travers ce reportage. Les experts et l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain et du Milan AC lui-même reconnaissent la nécessité d'obtenir rapidement des résultats pour répondre aux attentes immenses soulevées par son arrivée au pouvoir parmi une population toujours en manque de services de base comme l'électricité et l'eau courante. Invité à Bruxelles pour les Journées européennes du développement, George Weah a assisté ce mercredi à la signature d'un accord de partenariat de 27 millions d'euros entre son gouvernement et la Commission européenne destiné à soutenir la lutte contre la pauvreté. Le président libérien devra relever un immense défi. Non seulement il devra préserver les acquis de la présidence Sirleaf, mais les multiplier à grande vitesse selon des analystes pour répondre notamment aux attentes des jeunes qui ont largement contribué à sa victoire, représentant quelque 60% des 4,7 millions de Libériens. Lors de la signature la semaine dernière d'un accord avec l'ONG de l'ex-premier ministre britannique Tony Blair, l'African Governance Initiative, George Weah a jugé crucial de développer des programmes réalisables dans les 2 prochaines années de son mandat de 6 ans, selon la présidence libérienne. Si l'opposition semble pour l'instant en phase d'observation, les médias libériens se montrent volontiers critiques envers le nouveau président qui multiplie les voyages. Ils s'interrogent en particulier sur les conditions de 2 emprunts pour la construction de routes et de ponts de 536 et 426 millions de dollars à un groupe singapourien et à une entreprise de BTP burkinabé, tous deux approuvés cette semaine par l'Assemblée nationale. Le nouveau pouvoir argue de l'importance du réseau routier, alors que durant la longue saison des pluies, les provinces du Nord et de l'Est sont pratiquement coupées du reste du pays, rendant difficile l'approvisionnement de la capitale. En Afrique du Sud, le procès de l'ancien président Jacob Zuma, poursuivi pour corruption, a été renvoyé vendredi au 27 juillet prochain. Ce procès se déroule dans le cadre d'une rocambolesque affaire de vente d'armes qui date de près d'une vingtaine d'années. L'ancien chef d'État a comparu brièvement ce vendredi dans le box des accusés à la haute cour de Durban. Plusieurs centaines de ses partisans avaient fait le déplacement devant le tribunal, lui apporter leur soutien. Vêtu d'un costume sombre relevé d'une cravate rouge à pois blanc, Jacob Zuma est arrivé ce vendredi matin à la haute cour de Durban où il a comparu brièvement dans le box des accusés. Mais le procès a été ajourné au 27 juillet prochain à Pietermaritzburg, capitale judiciaire du KwaZulu-Natal, où le tribunal aura plus de place, selon le juge, pour accueillir le public. L'ancien président sud-africain est soupçonné d'avoir touché des pots de vin de la part du groupe français Thales à l'occasion d'un contrat d'armement de près de 4 milliards d'euros attribué en 1999. À l'époque, il était ministre provincial puis vice-président du pays. Dans ce dossier, l'entreprise d'électronique et de défense est également poursuivie. Englué dans plusieurs scandales, le président Zuma a été poussé à la démission mi-février après un long bras de fer avec son propre parti, le Congrès national africain, ANC, et son successeur, Cyril Ramaphosa, qui a promis d'en finir avec la corruption.
Au Bénin, la 6e mandature de la Cour constitutionnelle est définitivement installée dans ses fonctions. Le dernier rite, après la prestation de serment et l'élection du président de l'institution, de son vice-président et du rapporteur intervenu jeudi, s'est donc déroulé ce vendredi dans la cour arrière du siège de l'institution 7A à Cotonou. Les images. Documents paraphés, transmission de témoins, puis échange de poignées de main. Le professeur Théodore Olo part de la tête de la Cour constitutionnelle, convaincu que sous la houlette de son successeur, le professeur Joseph Djogbenou, la 6e mandature de la Cour accomplira sa mission. L'esprit de la conférence nationale en instituant la Cour constitutionnelle est d'instaurer un organe apolitique et neutre capable d'assurer le respect et la pérennité de la Constitution pour le bonheur et l'épanouissement du peuple béninois. Nous avons à chaque instant, avec sérénité et la conscience claire et dégagée, rempli notre mission. Aux autres de nous juger et à l'histoire de nous apprécier. N'oubliez pas un seul instant que c'est de la qualité de votre office de juge constitutionnel que dépendent la légitimité des gouvernants, la stabilité des institutions et la paix sociale, facteurs indispensables au développement économique de notre pays et au bonheur de notre peuple, en d'autres termes, à sa liberté, à sa dignité et à sa prospérité. Le nouveau président de la Cour constitutionnelle a pris l'engagement de la continuité dans l'action après avoir remarqué et salué les mérites de son prédécesseur et son équipe. Joseph Djogbenou s'inscrit dans la posture de défendre son image de juriste et celle de son équipe. Monsieur le Président, je voudrais vous rassurer de ce que la BAC, sans doute, comme vous l'avez subodoré, pourrait tanguer, mais restera bien gardée. Nous avons apprécié, à l'occasion de nos échanges tout à l'heure, les fortes considérations que vous avez exprimées, les sages conseils que vous nous avez prodigués. Nous allons en tenir compte. Le départ du professeur Olo a été un moment festif, vécu avec beaucoup de cadeaux de revoir. Dans 5 ans, dans 10 ans, que tu es le double de ce que j'ai reçu. Merci. Et pour finir, le gouvernement du Ghana a annoncé ce jeudi qu'il avait décidé de prendre des mesures immédiates pour dissoudre la Fédération ghanéenne de football, ce après des révélations explosives d'une enquête journalistique sur la corruption de dirigeants et d'arbitres. Les détails. Le gouvernement a décidé de prendre des mesures immédiates pour la dissolution de la Fédération ghanéenne de football en raison de la nature massive de la corruption présumée, a déclaré jeudi soir le ministre de l'Information, Moustapha Abdoul Hamid. Dans un documentaire explosif présenté mercredi à Accra, les journalistes d'investigation affirment, image à l'appui, que le président de la Fédération de football du Ghana est impliqué dans plusieurs délits de corruption présumés, mettant en jeu des millions de dollars de pots de vin. La Fédération ghanéenne de football s'était dit plus tôt dans la journée prête à prendre des mesures immédiates pour lutter contre la corruption, affirmant prendre très au sérieux ces accusations. Kwesi Nyataki, président de la Ghana Football Association, est piégé par des journalistes se faisant passer pour des investisseurs potentiels à qui il fait miroiter des juteux contrats dans le film Number 12, présenté en avant-première au Centre international de conférences d'Accra, où étaient présents de nombreux diplomates et responsables politiques. Plusieurs dirigeants de la fédération et arbitres sont également filmés recevant des pots de vin pour influencer la sélection de joueurs ou truquer l'issue de certains matchs de Première Ligue. Ce documentaire est le résultat d'une enquête de 2 ans menée par un journaliste infiltré et son équipe, Anas Aremeya Anas, connu au Ghana pour avoir révélé de nombreuses affaires de corruption ou d'abus de pouvoir dans le pays. Fin mai, la police ghanéenne avait ouvert une enquête sur des allégations de corruption à l'encontre du président de la Fédération de football. Voilà donc qui met terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Agréable suite de programme sur Sika.